comme vous l'a indiqué Evgenia. Il y a eu pas mal de changements suite à la réforme de septembre 2018, la loi La liberté de choisir son avenir professionnel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter ces grands mouvements et les actualités récentes, notamment liées à la crise sanitaire. Donc, effectivement, vos questions sont les bienvenues tout au long du déroulé. N'hésitez pas à intervenir ou à me demander des précisions si vous souhaitez. Alors, tout d'abord, nous allons faire un petit point sur l'OPCO. Donc, nous sommes un OPCO, celui de la cohésion sociale, Uniformation, mais il en existe 11 autres, dont les missions sont les suivantes. Donc, assurer à la fois le financement de l'alternance au travers des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Alors, j'ai un petit écho. Pardon. Merci. C'est également de continuer à assurer auprès des toutes petites structures, des petites et moyennes structures, un service de proximité, donc un accompagnement dans le cadre du plan de développement des compétences, donc l'ex-plan de formation. C'est également promouvoir donc les modalités de certaines formations, et notamment les formations à distance et également ce qu'on appelle l'AFEST, l'action de formation en situation de travail, nous allons l'évoquer tout à l'heure. Et donc, nous travaillons, nous, à Uniformation avec des branches professionnelles, puisque nous en avons 21. Et l'idée, c'est de leur apporter un appui en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais également sur tous les aspects liés à la création et à la certification professionnelle. Donc, les branches peuvent mettre en place des certifications professionnelles propres à leurs problématiques, propres à leur branche. Et donc, du coup, nous sommes en appui sur ces aspects-là. Parmi donc, les adhérents qui sont à Uniformation, peut-être qu'il y en a parmi vous, donc nous avons donc, le logement social avec les entreprises sociales de l'habitat, mais également les offices HLM. Nous avons également des accueils de loisirs, mais sous le statut associatif, des centres sociaux, des crèches parentales, les foyers de jeunes travailleurs. Nous avons le secteur également de l'aide à domicile, la sécurité sociale, les mutuelles. Voilà, donc on vous a mis un petit aperçu des branches que nous couvrons à Uniformation. Quelques chiffres sur Uniformation toujours. Donc 31 000 structures employeuses adhérentes à Uniformation, ce qui représente des fonds collectés au titre de la formation à hauteur de un peu plus de 338 millions d'euros, soit 300 000 stagiaires formés sur les 1000 salariés que nous couvrons. Vous voyez bien qu'il y a encore du travail pour pouvoir justement toucher plus de salariés, en tout cas permettre aux entreprises de faire partir en formation leurs salariés. Pour ce qui est de notre sujet du jour, donc nous allons pouvoir à la fois revoir la réforme de septembre 2018, quelle est sa philosophie, mais également les acteurs qui ont changé, la nouvelle définition de l'action de formation avec un focus sur la FEST, l'action de formation en situation de travail, mais également les dispositifs de formation qui ont disparu, qui ont été remaniés. Nous allons faire un point sur tout cela. Donc, au niveau de la réforme, donc je vous le disais en introduction, c'est une réforme qui a été votée par le ministre du Travail de l'époque, Madame Pénicaud, qui est une réforme structurelle, dans la mesure où il y a des changements importants au niveau des acteurs, puisqu'il y a de nouveaux acteurs qui sont apparus, d'autres qui ont disparu, avec des missions qui ont été modifiées en fonction de ces acteurs-là. Et il y a également, comme je vous le disais à l'instant, des dispositifs qui n'existent plus, qui ont été retoilettés, et des financements également qui n'existent plus selon le profil de la structure. Pour ce qui est des acteurs, donc nous avons un acteur clé, France Compétences, qui est donc au niveau régional le pilote du système de la formation professionnelle, puisque c'est France Compétences qui décide de la répartition des contributions
qui sont collectées, mais également de toutes les questions liées aux certifications, à la qualité liée à la formation. C'est France Compétences qui chapeaute tous ces aspects-là. Donc, vous voyez effectivement qu'il y a donc une contribution collectée par l'URSSAF. Alors, à ce jour, ce n'est pas encore effectif, mais à partir de 2022, c'est l'URSSAF qui récoltera directement les fonds de la formation, alors que, à aujourd'hui, ce sont les OPCO qui récupèrent ces fonds. Donc, France Compétences va donc à terme récupérer les fonds de la formation professionnelle via l'URSSAF. Ensuite, l'URSSAF va pouvoir ensuite, via France Compétences, redistribuer ces fonds aux OPCO, donc tels qu'Uniformation, mais également à la Caisse des dépôts et des consignations, la CDC, qui gère entièrement le CPF, le compte personnel de formation, nous allons l'évoquer tout à l'heure, mais également le Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi et Transition Pro, qui est l'instance en charge des projets de reconversion. Donc, c'est l'ex-FONGECIF. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des changements importants. Et une des informations importantes à retenir suite à cette réforme, c'est que le choix a été fait par France Compétences de flécher un maximum de fonds, en tout cas une grosse partie des contributions des fonds de la formation à destination de la formation des demandeurs d'emploi. Donc, ce qui aussi a comme incidence le fait que les salariés aient moins de fonds qu'auparavant. Mais il existe encore des possibilités que nous allons balayer tout à l'heure. Dans cette loi, le choix de choisir son avenir professionnel, la liberté de choisir son avenir professionnel plus précisément, il y a eu une redéfinition de l'action de formation. Donc, auparavant, nous avions une définition plutôt large et très très longue. Aujourd'hui, l'action de formation est considérée comme un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Donc, dans ce parcours, nous pouvons à la fois intégrer... Ah, alors, il y a quelqu'un qui parle. Vous voulez intervenir? Ah non, c'est peut-être un problème de micro. D'accord. Donc, dans ce parcours pédagogique, il peut y avoir à la fois des actions de formation certifiantes ou non, donc des formations longues qui débouchent sur un diplôme, mais également des formations plus courtes en fonction de compétences particulières que souhaite acquérir le salarié, aussi bien en présentiel qu'à distance. Vous pouvez aussi y inscrire des bilans de compétences. Donc, le bilan de compétences, pour rappel, c'est un accompagnement qui est proposé à un salarié qui souhaite faire le point sur ses aptitudes professionnelles et personnelles en vue de mettre en place soit un projet professionnel en place, soit un projet de formation. Il y a également la validation des acquis de l'expérience, la VAE, qui permet d'acquérir un diplôme en valorisant ces expériences acquises. Et il y a également l'action de formation en situation de travail. Donc, cette action de formation en situation de travail, elle a été repensée et formalisée puisque c'est une action de formation qui existait déjà, mais qui était très peu mobilisée et très peu connue. Ça le demeure d'ailleurs encore. Mais il faut savoir que la formation durant le temps de travail est importante, sauf que jusqu'à maintenant, les situations de travail n'étaient pas forcément valorisées et ne permettaient pas d'intégrer des apprentissages selon un cadre bien précis dans le cadre de la formation professionnelle et continue. Donc aujourd'hui, avec cet AFEST, il est nécessaire de pouvoir faire monter en compétence un salarié pendant son temps de travail, donc en situation de travail, pour lui permettre d'acquérir des compétences, des apprentissages qui vont ensuite pouvoir être valorisés soit via un diplôme, soit au travers de compétences sur des données bien précises des acquis bien précis qu'il va pouvoir acquérir sous temps de travail. Donc cela nécessite effectivement de pouvoir
analyser en amont une situation de travail qui pourrait faire l'objet d'une AFEST. Ça, c'est une première chose. Il est important également de pouvoir avoir déjà des salariés qui soient volontaires pour ce procédé. Hein. Voilà, donc, vous ne pouvez pas leur imposer effectivement ce procédé-là. Il faut donc désigner en interne un formateur qui va avoir cette fonction tutorale auprès du salarié. Hein, donc, il faut bien évidemment avoir en tête le binôme salarié et aussi formateur. Durant cette AFEST, il y a à la fois des mises en situation, mais il y a également des séquences réflexives. Donc, sur le schéma que vous avez sous les yeux, vous avez justement tout le déroulé d'une situation d'AFEST qui vous permet de vous rendre compte qu'il y a donc un positionnement préalable avec une analyse de l'activité de travail pour l'adapter à des fins pédagogiques. Voilà. Des séquences préparatives, puisqu'il faut effectivement le formaliser comme si c'était une action classique, hein, avec des objectifs pédagogiques, un contenu, un système d'évaluation. Des mises en situation ensuite qui vont permettre de se rendre compte de où en est le salarié et comment l'aider à faire évoluer sa pratique au regard donc, de la situation de travail que l'on souhaite évaluer. Et tout cela avec des séquences réflexives qui vont permettre à l'apprenant de non pas simplement dire oui c'est acquis, non c'est acquis, mais vraiment de pouvoir se rendre compte, évaluer en tous les cas les acquis spécifiques liés donc à cette mise en situation. Tout cela accompagné par le formateur et avec différentes parties prenantes. Hein. Donc, on a parlé du formateur et de l'apprenant, donc formateur qui peut être un formateur interne ou externe, mais aussi le dirigeant d'entreprise doit adhérer à ce parcours et également le manager. Voilà, donc c'est un dispositif, c'est une action de formation qui est intéressante. Après, il ne s'agit pas de rendre tout festif. Donc, c'est-à-dire permettre de faire de la feste sur tout type de situation. L'idée, c'est de vraiment identifier une situation qui, avec des compétences à acquérir, que l'on ne peut pas acquérir via la formation classique ou au travers de programmes avec des MOS, Ségos et d'autres organismes de formation, pour justement permettre aux salariés d'acquérir des compétences au travers donc de cette mise en situation. Information importante également, pendant les phases réflexives, le salarié est hors production, puisque l'idée c'est qu'il soit en production pendant les mises en situation, avec un cadre qui doit être défini, mais pendant les séquences réflexives qui doivent être également prévues dans le parcours, il est hors production. Voilà, ça c'est important. Et chaque salarié, imaginons que vous ayez plusieurs salariés qui veuillent acquérir une compétence sous une machine bien précise, par exemple, ben vous allez devoir mettre en place ce parcours-là, cette action de formation pour le salarié, et le parcours peut être d'une durée différente en fonction du salarié. Donc un salarié qui intègre vite va pouvoir avoir un parcours plus court qu'un autre qui a besoin de plus de temps, qui a besoin peut-être de répéter davantage des gestes pour pouvoir acquérir la compétence et la connaissance nécessaire. Sur la fête, et des questions, des précisions, je n'ai pas le chat sous les yeux. Non, pas de questions pour le moment. Parfait. Alors, on va continuer donc avec maintenant un focus sur les dispositifs de formation. Alors, ici, nous avons fait un slide qui vous permet d'avoir à la fois un aperçu des dispositifs qui existaient avant le 1er janvier et ceux qui existent depuis le 1er janvier. Donc, dans mon introduction, je vous parlais au retoilettage de certains dispositifs. Nous allons le voir tout de suite avec, par exemple, le plan de formation qui est devenu plan de développement des compétences.
Donc le plan de formation, le plan de développement des compétences est un outil qui vous permet, en tant qu'employeur, de pouvoir piloter la politique formation dans votre structure et qui permet de répertorier, de faire l'inventaire de l'ensemble, en amont de l'ensemble des besoins en formation que vous avez identifiés au travers des entretiens professionnels, au travers des entretiens annuels par exemple, et de pouvoir les formaliser sous cet outil plan de développement des compétences sous forme d'actions de formation avec voilà, des compétences bien précises, bien évidemment, qui sont visées in fine. Donc, on est bien sur l'acquisition de compétences en lien avec l'activité du salarié. Donc, le plan de formation, c'est vraiment l'employeur qui en est responsable et c'est l'employeur qui est à l'initiative de cette démarche-là et qui choisit de positionner telle ou telle action de formation au vu d'un besoin, au vu d'une fusion qui se profile, par rapport à un projet de développement qui peut toucher sa structure. Nous avons la période de professionnalisation qui est un dispositif qui a disparu, qui était à destination de publics en poste, en CDI ou en CDD ou en CDI, et également pour les publics en CUI, et qui permettait de se professionnaliser tout en étant en activité. Donc c'était un système d'alternance qui a été repris suite à la réforme, mais selon un procédé proche du contrat de professionnalisation, où là, effectivement, vous avez déjà un avenant qui doit être mis en place, puisque dans le cadre du contrat de travail de la personne, il doit y avoir un avenant qui détermine le temps de formation concerné. Donc, vous voyez que la promotion par l'alternance ou reconversion par l'alternance, nous pouvons soit être sur des formations en lien avec le poste de travail, soit être sur des formations liées à une reconversion, mais une reconversion au sein de la structure. Voilà. Il ne s'agit pas de financer comme le CIF, le congé individuel de formation, dans un objectif de partir. Bon, alors à terme, peut-être que la personne peut partir, mais l'objectif vraiment de la promotion par l'alternance, c'est de faire monter en compétences, soit parce qu'il y a un poste différent qui va se libérer et cette personne a les aptitudes et il lui manque donc certaines compétences pour l'occuper, soit effectivement parce qu'il y a une évolution au niveau des compétences, des missions du poste, et dans ce cas-là, la personne souhaite se former tout en maintenant son CDI, par exemple, puisque c'est une promotion par l'alternance accessible à des personnes qui sont en CDI ou en CUI, CDI, mais qui n'ont pas validé un niveau supérieur à un bac plus 2. Voilà, donc ça, c'est important. Donc toute personne qui a déjà un bac plus 2, qui a déjà une licence, pardon, ne peut pas accéder à la promotion par l'alternance, alors que les personnes qui doivent y accéder doivent avoir un maximum un bac plus 2. Nous avons ensuite les congés formation, donc l'ex-CIF, peut-être que vous êtes plus familiarisé avec cet acronyme, qui est aujourd'hui un projet de transition professionnelle, donc remplacé par ce dispositif, selon la même philosophie, à savoir, vous avez un projet de reconversion, vous êtes comptable, vous souhaitez devenir danseur, mais dans ce cas-là, via le projet de transition professionnelle, il est possible de bénéficier de fonds au titre de la formation selon certaines conditions. Et c'est Transition Pro, comme je vous le disais tout à l'heure, un des nouveaux acteurs, l'ex-FONGICIF, qui gère ce dispositif. Nous avons ensuite les congés VAE, validation des acquis de l'expérience, les formations en dehors du temps de travail, qui là font l'objet de prise en charge dans le cadre du CPF, le compte personnel de formation, qui a vu le jour depuis 2015. Mais là aussi, nous allons l'évoquer tout à l'heure. Justement, nous allons l'évoquer tout de suite, le CPF, donc, qui est un dispositif qui, pour rappel, remplace le DIF, le droit individuel à la formation, qui est un droit que tout salarié pouvait acquérir depuis 2004 jusqu'en 2014, qui lui permettait d'acquérir donc un crédit horaire de 20 heures par an en moyenne, avec un plafond jusqu'à 6 ans de 120 heures, et en fonction des conventions collectives, cela pouvait aller au-delà. Et donc, ce crédit permettait à cette personne de suivre des actions de formation en lien ou pas avec son activité. Depuis 2015, ce DIF est remplacé par le CPF. Donc, de 2015 à 2018, il était sous forme de crédit en heures.
Et depuis 2019, depuis le 1er janvier 2019, vous avez un crédit en euros qui apparaît sur votre compte. Donc, vous avez le nombre d'heures de formation, le crédit que vous aviez, le DIF plus le CPF, multiplié par 15, ça vous donne effectivement le crédit que vous avez à ce jour pour pouvoir prétendre aux actions de formation qui sont éligibles au titre du CPF. Donc, en fonction que vous soyez salarié, travailleur non salarié, salarié peu qualifié, personnel en situation de handicap, il y a donc des règles. Donc, pour les salariés et les travailleurs non salariés, vous cumulez 500 € par an, dans une limite de 5 000 € au bout de 10 ans. Donc, pour ce qui est des salariés, à partir du moment où vous êtes à mi-temps, vous cumulez, je vais y arriver, 500 € par an. En deçà, vous avez une proratisation de votre crédit. Pour ce qui est des travailleurs non salariés, c'est toujours au prorata du temps de travail. Les salariés peu qualifiés, eux, ils bénéficient d'un cumul plus favorable de 800 € par an jusqu'à une limite de 8 000 €. Pareil, même logique, à partir d'un mi-temps, 800 €, moins d'un mi-temps, au prorata. Pour le personnel handicapé, en situation de handicap, c'est 800 € par an, quel que soit le temps de travail. Il y a une particularité pour les agents publics, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, donc le compteur il reste alimenté en heures et non pas en euros, comme pour les autres, comme pour le privé. Une nouveauté, donc je l'évoquais tout à l'heure, les droits acquis au titre du DIF, qui ont disparu au 31 décembre 2014. Ces droits, alors le dispositif a disparu, pour autant les droits restent d'actualité et vous pouvez donc les saisir directement, donc inciter vos salariés à le faire, à saisir directement le crédit non utilisé au titre du DIF sur leur espace CPF. Donc il y a un site, www.moncompteformation.gouv.fr où vous pouvez saisir ces droits au titre du DIF, et ce jusqu'au 30 juin 2021. Donc avec la crise sanitaire, cette échéance a été repoussée puisqu'auparavant nous étions au 31 décembre 2020. Donc c'est jusqu'au 30 juin 2021 et dès lors que les heures sont saisies, elles sont valables. J'ai un petit écho. Elles sont valables jusqu'à nouvelle réforme et jusqu'à nouvelles règles, mais il faut absolument qu'elles soient saisies au 30 juin 2021. Toutes les actions de formation ne sont pas éligibles au CPF, donc ici on vous rappelle celles qui le sont. Donc ce sont des formations certifiantes, des certifications inscrites au répertoire spécifique. Donc il y a un répertoire spécifique qui est alimenté régulièrement en formation et donc vous pouvez avoir la liste via l'application CPF ou via le site internet. Il y a donc les accompagnements à la VAE et les bilans de compétences qui sont éligibles au CPF, les formations au code de la route et aussi au permis de conduire. Donc tous les permis ne sont pas éligibles, donc vous avez la liste qui figure ici. Si un salarié a un projet de reprise d'activité, reprise d'entreprise ou de création d'entreprise, là aussi, il y a des accompagnements accessibles via donc, le crédit monétisé CPF. Donc pour cela, vous allez sur l'application, vous créez via le site internet vous activez en tout cas votre compte. Donc si vous le faites aujourd'hui, vous aurez vos heures créditées, vos heures monétisées créditées de manière rétroactive, puisque c'est la déclaration sociale nominative qui permet d'alimenter les comptes. L'employeur n'a plus à tenir des comptes au jour le jour, comme c'était le cas pour le DIF. Aujourd'hui, tout est dématérialisé auprès de la Caisse des dépôts. Alors, donc, je vous ai parlé de l'application, je vous ai parlé du site. Vous avez donc deux modalités de CPF. La modalité sur le temps de travail, avec une formation qui est en lien, par exemple, avec le poste de travail du salarié et pour laquelle il souhaite solliciter son CPF, avec une possibilité pour l'employeur de cofinancer ce parcours, cette formation, sur le temps de travail. Et donc, dans ce cas-là, l'employeur doit donner son accord. Soit une formation qui se déroule en dehors du temps de travail. Dans ce cas-là, le salarié est autonome puisqu'il a son application ou son compte et il peut acheter directement sa formation
auprès d'un organisme de formation. Donc, il y a des organismes de formation qui sont aussi inscrits sur le site CPF. Donc, vous êtes directement en lien avec les organismes de formation. À terme, alors ce sont des chantiers qui sont encore en cours, qui ont pris du retard avec cette crise sanitaire, mais à terme, il va être possible que le titulaire donc, puisse utiliser donc, son crédit, donc ça c'est déjà le cas, et qu'il puisse bénéficier soit d'abondements, soit de dotations, soit apportées par l'employeur, soit apportées par différents financeurs. Ça peut être les OPCO, ça peut être le Pôle emploi si la personne est demandeur d'emploi, ça peut être la région, ça peut être l'État. Donc voilà, tout cela va aussi voir le jour, mais il y a du retard qui a été pris compte tenu de la crise sanitaire. Des questions sur le CPF? Est-ce que, alors peut-être la question à poser, c'est est-ce que c'est clair déjà? Pour le moment, il n'y a pas de questions via le chat. D'accord, n'hésitez pas en tous les cas à réagir si vous avez des questions, s'il y a des données qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, parmi les missions de l'OPCO, je vous ai parlé de la mission en lien avec l'alternance. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 dispositifs alternance. Hein. Donc, la promotion par l'alternance, nous l'avons évoqué tout à l'heure, mais il y a également les dispositifs d'apprentissage et de contrat de professionnalisation qui sont accessibles et qui sont finançables donc, par l'OPCO. Donc, pourquoi avoir recours à l'alternance? Alors, c'est soit pour effectivement pouvoir répondre à un besoin en recrutement, soit pouvoir avoir du personnel formé et diplômé qui intègre votre structure, soit pouvoir avoir du personnel pour assurer des remplacements, pour renforcer vos équipes, pour pallier à la diminution des contrats aidés, puisque nous avons eu effectivement des directives gouvernementales qui ont engendré donc la diminution de contrats aidés. Mais c'est également pouvoir obtenir des financements pour la formation de vos salariés, pouvoir faire connaître les carrières et passerelles aux jeunes. Donc vous avez un certain nombre de raisons qui peuvent vous inciter à embaucher au titre de l'alternance, en plus de vos troupes, de votre noyau de salariés que vous avez au sein de vos structures. Donc pour ce qui est donc, des 3 contrats en alternance, hein, donc la promotion par l'alternance, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui est un peu particulier puisqu'il faut déjà être en poste. Donc je rappelle donc les règles qui sont indiquées ici, hein, donc il faut être salarié, hein, avec une qualification inférieure à une licence pour pouvoir y avoir accès. Vous pouvez donc viser des formations diplômantes, des CQP, des certificats de qualification professionnelle, des formations reconnues également par une branche professionnelle. Il faut être en CDI ou en CUI, CDI. Et selon le modèle des contrats de professionnalisation, vous avez donc la formation qui doit représenter 15 à 25% de la durée du contrat, puisque vous allez avoir un avenant pour pouvoir partir via cette promotion par l'alternance, avec ces conditions de ne pas dépasser les 25% de la durée du contrat en matière de formation. Et si vous avez une branche professionnelle, vous pourriez avoir des conditions plus favorables, notamment la branche de l'animation qui peut aller jusqu'à 50% par exemple. Les 2 autres contrats en alternance qui sont donc orientés plus vers un public jeune, soit entre 16 et 25 ans, soit entre 16 et 29 ans pour ce qui est de l'apprentissage, le contrat de professionnalisation pour des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans également, et les bénéficiaires de minima sociaux. Donc là, vous avez le comparatif hein, entre les contrats de professionnalisation et d'apprentissage, avec des différences au niveau des qualifications, puisque l'apprentissage ne semble que sur du diplômant ou des titres reconnus au répertoire national de certification professionnelle, alors que le contrat de professionnalisation, il est un peu plus large, puisqu'il donne accès au diplôme, mais également à des CQP, des formations reconnues par une branche. Donc vous voyez que par rapport à la promotion par l'alternance, on est vraiment sur un modèle quasi identique à quelque chose près. Le type de contrat, donc pour les contrats de professionnalisation, vous êtes sur du CDI ou du CDD de 6 à 12 mois avec la possibilité d'aller au-delà selon votre branche.
Pour les contrats d'apprentissage, c'est maximum 3 ans, donc de 6 mois à 3 ans, avec une durée à respecter pour le temps de formation, 15 à 25% ou plus favorable selon les branches. Pour ce qui est du contrat d'apprentissage, 25% de la durée du contrat au minimum. Vous avez dû entendre parler des aides de l'État pour inciter à l'embauche des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, notamment avec cette crise sanitaire. Sachez que ces aides, donc c'est une aide qui est versée à l'embauche qui couvre donc la première année, hein, qui peut être soit de 5 000 €, soit de 8 000 € selon que le jeune soit mineur ou majeur. Donc ce sont des aides qui sont encore d'actualité. La date d'engagement des contrats a été repoussée au 30 mars, alors qu'auparavant nous étions sur une date au 28 février. Donc si vous avez des projets de recruter des alternants, nous sommes bien sur le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, pas sur la promotion par l'alternance pour cette règle de revalorisation de l'aide. Vous pouvez, si la formation démarre avant le 31 mars, vous pouvez prétendre à cette aide de 5 000 € ou 8 000 € une fois que le dossier sera engagé au sein de votre co. Quelques informations complémentaires, toujours en lien donc avec la formation professionnelle continue. Donc je l'évoquais tout à l'heure quand je parlais du plan de développement des compétences, hein, où un des moyens d'alimenter votre plan et de connaître les besoins en formation, ce sont ces entretiens professionnels. Donc pour rappel, depuis 2015, les entretiens professionnels doivent être planifiés par l'employeur tous les 2 ans. Un entretien professionnel permet au salarié de pouvoir faire un état des lieux de ses souhaits de formation, de ses souhaits d'évolution, et c'est une occasion pour lui de soumettre à l'employeur des besoins en formation qu'il pourrait avoir. Et donc ce sont des besoins qui sont en lien ou pas, bien évidemment, avec le poste occupé et avec les projets que ce salarié pourrait avoir. Donc dans ce cadre-là, donc tous les 2 ans, l'entretien professionnel doit être planifié depuis 2015 avec un bilan qui devait être fait au 31 décembre 2020. Donc bilan qui devait vérifier que vous aviez bien mis en place les entretiens professionnels, mais aussi que vous aviez permis à vos salariés d'avoir accès à des formations hors formation obligatoire, hein, c'est-à-dire hors formation imposée par votre convention ou une réglementation, par exemple souvent tout ce qui a trait à la sécurité, mais pas que. Ce sont des entretiens qui permettent aussi, donc cet entretien à 6 ans qui permet de vérifier qu'il y ait eu une progression salariale ou un passage par la VAE, donc une progression aussi bien au niveau des compétences par vos salariés. Et donc, ce bilan à 6 ans, donc au-delà de vérifier tous ces paramètres-là, il permet aussi au législateur d'imposer des sanctions aux entreprises qui n'ont pas répondu à ces obligations, et notamment aux entreprises de plus de 50, puisqu'il y a un abondement au titre du CPF à hauteur de 3 000 € qui est imposé en cas de non-respect de ce bilan. Et donc ce bilan qui devait donc se faire au 31 décembre 2020 a été repoussé au 30 juin 2021. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à vous mettre dans les clous. Pour les structures de moins de 50, il n'y a pas de pénalité. Pour autant, il est nécessaire tout de même de formaliser cet entretien professionnel, de les proposer à votre salarié. Si le salarié ne souhaite pas être reçu en entretien ou n'y voit pas d'intérêt, il est obligatoire tout de même qu'il puisse au moins acter le fait que vous ayez proposé cet entretien professionnel. Un autre dispositif dont vous avez dû entendre parler, le Fonds national pour l'emploi, le FNE, qui est un fonds qui a été débloqué et toujours en lien avec la crise sanitaire, hein, pour pouvoir permettre à des structures
qui sont en difficulté liées donc à la crise sanitaire, de répondre aux besoins, en tout cas, d'activités d'entreprises qui mettent leurs salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Donc, c'est un effet... Oui? Non. C'est un FNE donc, qui a existé en 2020, qui a été repensé en 2021. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Non? D'accord. Qui a été repensé en 2021 et donc qui permet de proposer des actions de formation, mais sous forme de parcours pour sécuriser les salariés. Donc, il y a différentes modalités qui ont été revues. Donc, cela concerne des parcours de reconversion ou certifiants de 12 mois maximum. Cela concerne aussi de la VAE, la validation des acquis d'expérience, des parcours en lien avec l'adaptation au monde de demain, donc autour du management à distance, du travail à distance, l'organisation des entreprises de demain, mais aussi en lien avec des questions liées à la transition numérique et digitale. Donc, vous voyez que ce sont des champs assez larges. Donc, c'est important de soumettre en tous les cas vos projets, d'en échanger avec vos OPCO, afin de voir, dans le cas où vous auriez des salariés en activité partielle, si ces salariés peuvent prétendre à des formations, à des financements, tout en entrant dans ces cas de figure, dans ces cadres plutôt larges que l'on évoque à l'instant. Parmi les formations éligibles, le législateur a exclu toutes les formations en lien avec les gestes et barrières sanitaires, aussi les formations linguistiques, la bureautique et les formations qui peuvent être finançables via la promotion par l'alternance. Donc, Christelle, oui. Il y a une petite question. Je me permets bien sûr. De t'arrêter. Un salarié peut-il refuser l'entretien professionnel qui lui est proposé par la direction? Alors, le salarié, il peut refuser l'entretien dans le cadre le rendez-vous dans le cadre de l'entretien professionnel. Après, il est important tout de même, s'il ne souhaite pas être reçu et discuter de ses projets, il est nécessaire tout de même qu'il puisse au moins signer un compte-rendu, même s'il est vierge ce compte-rendu, mais qui signifie que voilà, tel salarié a été une proposition de rendez-vous a été suggérée à ce salarié, et donc il y a eu un refus ou il y a eu un non-souhait d'y assister. Donc le salarié doit tout de même signer un document de sorte que l'employeur puisse avoir la preuve qu'au moins il a été reçu. Après, qu'il a été informé et qu'il a été reçu, ne serait-ce que ponctuellement. Après, s'il y a des salariés qui ne souhaitent pas, pour X ou Y raison, signer ce document, il faut qu'il y ait au moins un échange de mails qui prouve que le salarié a au moins eu la proposition de rendez-vous pour la tenue de cet entretien professionnel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'autres questions? Oui. Non, pas d'autres questions. D'accord. Donc, sur ce slide, vous avez donc un détail plus important, donc des parcours de formation que vous pourriez donc proposer en tout cas que les salariés sur lesquels les salariés pourraient s'inscrire pour prétendre au fonds du FNE. Donc voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Les grandes lignes, je vous les ai données tout à l'heure, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un peu plus de détails pour que vous puissiez mieux vous y retrouver. Alors, ce qui est important dans le cadre du FNE, c'est de savoir que toutes les structures, quelle que soit leur taille, ont accès à ce fonds du FNE dès lors qu'elles sont dans cette situation de difficulté économique liée à la crise sanitaire. Nous ne sommes pas sur une difficulté antérieure à 2020, ça c'est important de l'avoir, antérieure à mars 2020 en tous les cas. Ça concerne des salariés en CDI, en CDD, les alternants ne sont pas concernés. Et au niveau des prises en charge, elles dépendent à la fois de votre taille et aussi de la situation dans laquelle dans les situations dans lesquelles sont les salariés. Donc, si c'est de la situation d'activité partielle de droit commun, l'activité partielle de longue durée ou une entreprise en difficulté
avec des détails bien précis quant à ce que l'on entend par difficulté, vous pouvez prétendre à des prises en charge soit à 100%, soit à 70% ou 80% directement, ou voire 40% de la part de votre co. Donc, c'est avec l'OPCO directement que vous allez pouvoir mettre en place vos dossiers de financement. Ben voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, des points sur lesquels vous souhaiteriez que je revienne. Si cela a répondu aussi à vos attentes, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à poser vos questions soit en direct, en ouvrant votre micro, soit via le chat. Au niveau des entretiens professionnels, par exemple, est-ce que vos structures sont bien au fait de la législation, de cette échéance au 30 juin 2021 ? Écoute, apparemment, c'était très clair, ton intervention, Christelle. Bon, alors, il y a une petite question, je crois, qui arrive. Et ce qui serait intéressant aussi, peut-être, c'est de me dire, pour ceux qui sont présents, de me dire s'ils connaissent leur OPCO, ou en tout cas si ce serait une formation, par exemple, leur OPCO, puisque moi j'interviens sur la Seine-et-Marne, et donc ce serait intéressant pour moi de pouvoir identifier s'il y a des structures adhérentes à une formation. Alors, comment inviter le salarié à co-construire la formation et l'inviter à solliciter son CPF? Alors, le CPF appartient au salarié. Donc, vous ne pouvez pas, en tant qu'employeur, l'obliger à prendre son CPF, à utiliser son CPF pour pouvoir financer des actions de formation en lien avec son activité. Puisque, je vous le rappelle, le développement des compétences est à la charge de l'employeur et non pas du salarié via son CPF. Après, vous pourriez tout à fait, avec une négociation, voir avec le salarié si la formation déjà est éligible au CPF, donc c'est la première chose à vérifier, et ensuite voir avec lui s'il lui semble opportun de pouvoir utiliser son droit au titre du CPF pour pouvoir se former tout en bénéficiant d'un coup de pouce, d'un cofinancement, soit de la part de l'OPCO, mais je vous ai parlé des chantiers en cours auprès de la Caisse des dépôts, donc tout n'est pas encore accessible à ce jour, via l'employeur. Imaginons que vous ayez mis en place un accord CPF, par exemple, vous pourriez tout à fait décider que pour chacun de vos salariés, vous venez abonder, vous venez apporter une dotation de 300 €, par exemple, par formation. C'est une directive, des règles que vous pouvez tout à fait arrêter dans le cadre de votre accord CPF, si vous en avez un. Donc voilà, c'est de la négociation, c'est de l'échange avec votre salarié, mais en aucun cas, vous ne pouvez imposer au salarié d'utiliser son CPF pour financer des formations, et encore moins quand il s'agit de formations liées à son activité ou liées à sa montée en compétences, mais donc en lien avec l'entreprise. Et donc, effectivement, cela peut être négocié effectivement dans un accord collectif, absolument. D'autres questions? Donc, bien informer vos salariés de la possibilité qu'ils ont jusqu'au 30 juin 2021 de saisir leurs droits acquis au titre du DIF directement sur le portail de la Caisse des dépôts ou sur l'application. Alors souvent, j'ai la question de salariés ou d'employeurs qui me disent « Ah oui, mais moi je ne sais pas quels étaient ces droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 ». Donc l'OPCO, donc nous, Uniformation ou un autre OPCO, nous ne sommes pas en mesure de vous donner cette information puisque c'est vous en tant qu'employeur qui deviez en tout cas détenir par année un tableau de bord dans lequel vous recensiez donc les droits acquis au titre du DIF
et éventuellement des mouvements si le salarié avait fait effectivement des demandes de formation au titre du DIF. Donc nous n'avons pas ce document-là. Donc c'est vraiment l'employeur qui était l'employeur au 31 décembre 2014 qui peut faire cette attestation ou parfois sous les fiches de paye, l'information pouvait figurer. Donc n'hésitez pas à regarder, même pour vous en tant qu'employeur, si vous êtes salarié, hein, n'hésitez pas à regarder sur vos fiches de paie, peut-être que l'information y figure. Et il est encore possible de délivrer des attestations. Imaginons qu'un salarié soit chez vous depuis avant 2014. Vous pouvez aujourd'hui lui faire une attestation si vous savez qu'il était au plafond de 120 heures sur le DIF ou s'il les a utilisées, auquel cas lui faire une attestation au prorata, puisque cette attestation va devoir être scannée dans le portail CPF et lorsqu'une demande de formation va être demandée, ce sont ces heures-là prioritairement qui vont être défalquées et il va falloir prouver effectivement qu'elles ont bien existé et donc seule l'attestation permet, ou la fiche de paye, permet de le certifier. Alors par rapport à ma question tout à l'heure, est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez vos OPCO, juste me dire oui, non, et qui est votre OPCO, si vous le connaissez, parmi les présents. Si vous souhaitez, bien évidemment. Alors, Forestier Nathalie, c'est une formation, très bien. Enfin, les autres sont bien également. C'est l'AFDAS, d'accord. Donc l'AFDAS qui couvre le champ de la culture, entre autres. Et pour les autres personnes, si vous connaissez votre OPCO, voilà, l'objectif, c'est vraiment de savoir voilà, si vous avez identifié dans votre OPCO, si vous êtes affilié à un OPCO, donc ACTO, d'accord. Parce que parfois, là aussi, les structures peuvent ne pas être attachées ne pas adhérer à un OPCO. Et c'est important, puisque c'est une taxe que vous versez au titre de la formation professionnelle, avec des prestations qui vous sont proposées par l'OPCO. Donc c'est dommage, effectivement, de ne pas utiliser cet intermédiaire. Parfait. Mais écoutez, nous avons eu au moins 3 réponses, c'est déjà très bien. Écoutez, merci de votre attention, merci des questions qui ont pu m'être posées. Le support va vous être diffusé par Evguinia. Donc mes coordonnées y sont, hein, donc je suis joignable à unif77@uniformation.fr. Voilà. Pour ceux qui sont à Uniformation, c'est moi votre interlocutrice sous la Seine-et-Marne, s'ils n'ont pas encore eu à nous rencontrer. Et voilà, très bonne journée à vous. Profitez du soleil qui perce doucement mais sûrement. Et puis à très bientôt. Oui, merci beaucoup Christelle pour ton intervention qui était effectivement très claire. Et merci à tous pour votre participation. Effectivement, je vais vous envoyer le support et le lien du replay. Comme ça, vous pourrez revoir l'intervention de Christelle autant de fois que vous le souhaitez. Merci et bonne journée à tous. Merci, très bonne journée. Au revoir.